ces pro-life épouvantables, ils avaient écrit « à la mémoire des fœtus non nés ». Et nous, on était en phase 2 et on faisait ça. Je fais partie de ces très nombreuses femmes qui ont participé à ce mouvement qui a été le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. J'ai intégré le MLAC à ses tout débuts parce que je suis toujours la femme du médecin qui a assisté à l'avortement par la méthode par aspiration, la fameuse méthode Karman. Ça consistait à dilater l'utérus mais avec des canules souples et non pas des trucs durs comme on utilisait autrefois qui faisaient tellement mal aux femmes, pour introduire une sonde reliée à un aspirateur. Et une fois que tout avait été retiré, l'avortement était fait. Les femmes disaient « Ah bon, c'est fini, ça y est déjà ?» Elles n'en revenaient pas. Et en tant que médecin, il s'est dit « Mais c'est pas possible, on nous a menti pendant toutes nos études ». Il a regroupé ses copains, ils ont décidé de faire une centaine d'avortements avant de publier un manifeste. La demande a été tellement colossale qu'il a fallu créer un mouvement qui fédérait plusieurs organisations et qui est devenu le MLAC, qui s'est répandu dans toute la France, puisqu'il y a eu à la fin 300 antennes MLAC. Les avortements faits sur place, on ne pouvait pas répondre à toute la demande. D'abord, il fallait que les femmes ne soient pas enceintes de plus de 8 semaines, et puis on n'était pas suffisant. Mais par contre, toutes les femmes qui se présentaient à nous, leur problème était réglé. C'est-à-dire qu'elles partaient se faire avorter soit en Hollande, soit en Angleterre. Si elle pouvait payer, elle payait. Si elle ne pouvait pas payer, il y avait une entraide collective. Aucune femme n'est restée sur le carreau, à ma connaissance. J'ai aidé les femmes, je les préparais à l'avortement, je les voyais éventuellement après. Et je me suis retrouvée spécialiste de la permanence d'accueil des femmes qui demandaient un avortement par centaines chaque samedi, et accompagnement des voyages collectifs que le MLAC organisait vers la Hollande et vers l'Angleterre. Je me revois dans l'autocar qui allait à Londres. J'étais à la place de la guide touristique et au lieu de parler des monuments et tout ça, je parlais de la pilule, du stérilet. Et on veillait énormément à ce que les femmes repartent avec une information sur la contraception. Parce que, l'avortement c'était une chose, mais c'est pas une fin en soi. Donc on faisait beaucoup d'informations à la contraception et oui, on parlait des corps et puis on parlait de plein de choses. C'était absolument pas caché, de même que les cars qui partaient en Hollande et en Angleterre, c'était au vu et au su de tout le monde. On a même eu un car devant les Galeries Lafayette à Paris avec des banderoles. La Hollande, c'est pas le tourisme, c'est l'avortement. On a médiatisé notre action. On a compris qu'on était dans une société de spectacle et que plus on médiatiserait notre action et plus on avait des chances d'aboutir, plus on faisait exister le scandale et plus le gouvernement serait acculé à faire quelque chose. On foutait la merde, pour dire les choses clairement. Il n'y a pas eu beaucoup de répression, parce que qui disait répression disait scandale. Donc le gouvernement était quand même un peu piégé, et ça nous plaisait bien, c'est ce qu'on visait. On avait des ennemis, bien sûr, et parmi eux, l'association Laissez-les vivre. On les prenait pas très au sérieux. Et un beau jour, on était à la permanence du MLAC, à Paris, et on apprend que Laissez-les vivre appelle à une manifestation à la gare du Nord, là où les femmes se rassemblaient avant de partir pour la Hollande. Et on se dit, nom d'un chien, ces pauvres femmes, déjà qu'elles flippent, elles vont arriver, elles vont se retrouver face à ces pro-life épouvantables. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a passé la journée au téléphone, on a réussi à rassembler à peu près 300 personnes, ce qui fait qu'on était à force égale avec les laissez-les vivre. Les femmes qui devaient avorter avaient été discrètement évacuées. On s'est retrouvés face à 300 laissez-les vivre, tous plus gris les uns que les autres, boutonneux, chapeaux, cache-nez, qui avaient déposé une gerbe de lys blanc par terre devant l'endroit où les femmes avaient rendez-vous. Et sur cette gerbe de lys blanc, ils avaient écrit « à la mémoire des fœtus non nés ». Et nous, on était en phase 2 et on faisait ça. Les flics étaient de chaque côté et nous regardaient se marrer parce que quoi faire d'autre, voilà. Lorsque Poniatowski, le ministre de la Justice, a laissé son siège à Simone Veil, il lui a dit « Dépêchez-vous de faire passer cette loi parce que sinon ils sont foutus de faire un avortement sur votre bureau ». Ça voulait dire quoi? Des cars qui partaient aussi au vu de tout le monde sur les ferries, des femmes qui clamaient qu'elles avaient avorté. C'était la gabegie, le gouvernement ne peut pas accepter ça plus longtemps. Donc Simone Veil a été nommée et elle l'a fait avec beaucoup de courage. Le mouvement officiellement a été dissous en 1975 et puis il y a des MLAC qui ont continué parce que les mineurs n'avaient pas le droit d'avorter sans les parents, les étrangères non plus, donc il y avait encore du travail. Ça reste compliqué, il y a des endroits où c'est tellement difficile de trouver un rendez-vous pour un avortement que des jeunes femmes dépassent le stade auquel elles peuvent. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant le délai a été proposé à 14 semaines parce que il n'y a pas assez de médecins. C'est pas un acte glorifiant, l'avortement. Simone de Beauvoir l'a tellement bien dit elle-même, elle a dit il suffirait d'une crise politique, économique, religieuse
pour que les droits des femmes soient remis en question. Et il faut que les jeunes générations connaissent l'histoire de cet acquis pour pouvoir le défendre le cas échéant.